Bonjour à toutes et à tous. Au nom du ministère de l'Économie, du ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire et de Luxe Innovation, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire d'information sur le deuxième appel d'offres en vue d'obtenir une aide à l'investissement pour l'installation des centrales photovoltaïques visant l'autoconsommation. Donc cet appel d'offres est en cours depuis le 15 juillet 2023 et il est ouvert jusqu'au 31 octobre 2023. Ces webinaires vous êtes proposés pour répondre à toutes vos questions concernant cet appel à projet. Nous allons avoir aujourd'hui 3 intervenants, Sophie Klecker et Christian Poli, qui font partie de l'équipe des financements et d'État au ministère de l'Économie, ainsi que Claude Clémence, qui lui fait partie de l'équipe des projets d'énergie renouvelable au ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire. Moi-même, je m'appelle Gabor Pateki et je suis conseiller au sein de l'équipe des financements nationaux chez Luxe Innovation. Avant de passer la main à nos intervenants, quelques petites précisions sur le déroulement et le fonctionnement de ce webinaire qui devrait durer environ 90 minutes. Donc, nous allons commencer par une petite présentation par nos intervenants qui sera suivie d'une session des questions-réponses. Vous pouvez poser d'ores et déjà vos questions et ce à tout moment de la présentation par écrit en utilisant l'onglet questions qui se trouve normalement en haut à droite de votre écran. Ensuite, nous allons essayer de répondre aux questions soit par écrit, soit à l'oral après la présentation. Enfin, je voulais également vous indiquer que ce webinaire est enregistré. Le replay et les slides seront mis à votre disposition sur le site internet de Luxe Innovation. Et à l'issue de ces webinaires, vous allez également recevoir un email contenant l'enregistrement et les slides. Voilà pour les petites précisions techniques. Et je passe tout de suite la parole à Claude Clémence qui va commencer avec la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'intérêt que vous portez à l'appel à projet pour installation photovoltaïque opérée en mode autoconsommation. Vous devez le savoir, cet appel d'offres est à sa deuxième édition. La première, c'était une mesure tripartite de l'année 2022. Il a été décidé de lancer un tel appel d'offres avec une aide à l'investissement, ce qui était une première en matière photovoltaïque. Le succès de cette premier appel à projet était probant. Comme vous aurez les slides, vous pouvez ici sur le résultat. Un résumé sommaire, il y avait 30 millions d'euros à disposition. Ce budget a été choisi parce qu'on ne savait pas vraiment à quel intérêt s'attendre. Donc, l'appel d'offres en fait était souscrit. On a pu distribuer quelques 16 millions d'euros comme aide. Mais surtout, du point de vue énergie, on a eu des projets pour 46 mégawatts de puissance, ce qui est à cette date le meilleur appel d'offres en la matière. Donc, dans sa globalité, le cahier des charges pour l'appel d'offres est resté le même. Il y a eu des adaptations, bien sûr. Les ombrières, par exemple, sont maintenant dans un lot séparé. Pour le reste, l'appel d'offres vise toujours en priorité les bâtiments, les surfaces salées, mais aussi cette fois-ci des terrains dans des zones d'activité économique qui ne sont pas utilisées où on pourrait mettre peut-être aussi une installation photovoltaïque. L'utilisation de l'électricité produite doit être prioritairement l'autoconsommation sous toutes ces formes qui sont possibles par la loi relative au marché de l'électricité. Les personnes visées sont les personnes morales, qui sont donc des entreprises établies au Luxembourg, qui exercent une activité économique à titre, investissent dans ces centrales de production d'électricité et qui remplissent les conditions générales en la matière. Le budget, cette fois-ci, est de 20 millions d'euros
et les offres peuvent être déposées jusqu'au 31 octobre minuit, respectivement 31 octobre 23h59. Le format de l'appel d'offres est resté le même, donc c'est une mise en concurrence. L'attribution des aides se fait de manière concurrentielle. Les décisions seront prises au plus tard 3 mois après la date limite de dépôt des offres. Comme c'est coutume, le cumul est exclu, ce qui veut dire le cumul avec un autre appel d'offres qui, lui, viserait à attribuer une prime de marché. C'est ce que nous, on appelle notre appel d'offres régulier, qui existait déjà avant. Normalement, en principe, il y en aura encore un cette année qui sera lancé avant la fin de l'année, mais on attend encore le résultat de cet appel d'offres pour une décision définitive, pour analyser la situation. Ça dépend un peu du succès de cet appel d'offres. Mais donc, en principe, il y aura encore un appel d'offres régulier qui sera donc lancé plutôt en novembre ou décembre. Le cumul est également exclu avec l'aide temporaire impact environnemental qui, elle, est attribuée sous un régime PME. Toutes les informations peuvent être trouvées sur le guichet.lu. Il y aura encore à la fin un slide avec des liens utiles. On pourrait peut-être y revenir. Donc, pour passer aux modalités concrètes, les installations éligibles doivent donc se trouver sur des bâtiments en toiture ou en façade, des ombrières, donc des carports, et des terrains dans des zones d'activité économique. Petite précision sur ces terrains en zone d'activité. Bon, pour ceux qui ont déjà lu le cahier des charges, il est assez clair que pour les terrains qui se trouvent en zone nationale où il y a un droit d'amphithéose ou un droit de superficie, là c'est spécifié clairement dans le cahier des charges que dans ce cas, il faut avoir l'accord du propriétaire des terrains. Pour les autres cas, quand des entreprises sont propriétaires eux-mêmes des terrains dans des zones d'activité communales ou régionales, par exemple, les ministères se réservent le droit de demander une attestation du gérant de la zone qu'il est d'accord avec ça. La raison est simple, disons, on vise vraiment des terrains non utilisés, des lopins de terre, des pelouses, je ne sais pas quoi, mais pas des terrains d'envergure parcellaire, disons, où théoriquement encore une autre entreprise pourrait être installée. Bon, pour les coûts admissibles, c'est classique, je dirais. Le stockage est aussi inclus avec une limite de puissance par kilowatt-crête installé. Le raccordement est aussi inclus dans les coûts admissibles et bien sûr pour les ombrières surtout, mais aussi par exemple si une entreprise déciderait d'installer des systèmes de tracker sur un terrain ZAE, les structures portantes sont donc là aussi parmi les coûts admissibles. L'appel d'offres est cette fois-ci divisé en 4 lots. Le premier, c'était 3. Donc, les 3 premiers lots visent les bâtiments et ou les terrains ZAE dans les différentes catégories de puissance que vous voyez ici et que vous connaissez, je suppose. On a mis et ou terrain ZAE pour offrir la possibilité, comme c'est dans le même lot, si quelqu'un a, je sais pas, de la place pour 60 kW sur son toit,
Il a encore une pelouse où il peut installer une ou deux tables de tracker avec, je ne sais pas, encore 20 kilowatts qu'il peut remettre s'il le souhaite, une offre combinée pour ces deux modèles. Et puis, il y a le lot 4 qui est nouveau. On a décidé de mettre les ombrières dans un lot séparé. Et là, on vise toute la panoplie de puissance, donc de 30 kW jusqu'à 5 MW. Le budget à allouer est, comme déjà dit, de 20 millions d'euros cette fois-ci. Et donc, il a été adapté aux différents lots. C'est un peu calqué sur le résultat du premier appel d'offres, où il y avait environ 3 et 10 millions qui ont été distribués dans les lots 1 à 3. Et donc, on a mis 4 millions d'euros dans le dernier lot pour les ombrières. Il y a un délai de réalisation qui est demandé, qui est de 18 mois après la décision d'attribution. Contrairement à l'appel d'offres régulier, il n'y a pas de garantie financière qui est demandée. Bien sûr, on doit faire les demandes d'autorisation pour la centrale en 2 mois après l'attribution. Et en ce qui concerne le raccordement, il est vivement recommandé de demander une préétude auprès du gestionnaire de réseau concerné pour identifier s'il y aurait, par exemple, des coûts importants liés au raccordement. Bon, c'est un appel d'offres, donc c'est une situation concurrentielle. Donc, le classement se fait sur le prix. Plus précisément, le classement se fait sur le montant d'aide référence en euros par kilowatt-peak installé qui est demandé. En cas d'égalité, le classement se fait par puissance croissante. Et s'il y a encore une égalité, par tirage au sort après. Il y a une clause de compétitivité si l'appel d'offres est sous-souscrit. J'y reviendrai sur le slide après dans le cas de l'exemple. Et ce qui reste encore à dire, dans chaque lot, préciser dans chaque lot, pas dans l'appel d'offres globalement, un maximum de 40% du budget peut être octroyé à une entité économique unique. Oui, on a encore mis une fois le tableau avec les intensités maximales et les plafonds en euros par kilowatt-peak. Vous devez connaître les chiffres, je suppose. Oui, le paiement se fait après les travaux sur remise des factures. Et les taux et les montants mentionnés dans la décision d'attribution ne peuvent pas être dépassés pour le paiement. Bon, voici donc un exemple très fictif dans le lot 3. Vous voyez les projets qui ont été remis, le coût total, le montant d'aide sollicité, le taux d'aide sollicité et l'aide de référence exprimée en euros par kilowatt-crête. Et c'est cette dernière colonne, comme déjà dit, sur laquelle sera fait le classement. Ce qui donne alors ceci. Je commence en bas. Les 2 derniers projets ne sont pas conformes et sont éliminés. Le premier parce que l'aide de référence est au-dessus du plafond et le deuxième parce que le taux d'aide sollicité est au-dessus du plafond autorisé. Les autres 5 projets sont conformes. Ils sont classés selon les règles établies précédemment. Donc, vous voyez ici l'exemple d'une égalité en ce qui concerne l'aide de référence exprimée. Et vous voyez à gauche qu'alors la puissance la plus petite est classée en première. Et puis, je reviens à la clause de compétitivité qui explique cette couleur rouge pour la dernière offre. Oui,
les règles en matière d'état nous obligent de faire ça. Donc, si l'appel d'offres est souscrit dans un lot, au moins 10% des offres conformes soumises seront écartées, ce qui signifie si le nombre d'offres remises et conformes est inférieur à 10, que la dernière offre est alors éliminée. Bon, je m'attarde un peu sur les possibilités en matière d'autoconsommation qui sont assez diverses. C'est toutes les possibilités que la loi relative à l'organisation du marché de l'électricité offre. Donc, il y a bien sûr l'autoconsommation classique, l'autoconsommation individuelle. Il y a l'autoconsommation collective dans un bâtiment, la consommation de l'électricité produite en tant que membre d'une communauté énergétique, où l'électricité produite peut alors être partagée. Et il y a aussi la possibilité de conclure un accord d'achat d'électricité renouvelable, en abréviation PPA. Les excédents d'électricité éventuels peuvent être vendus sur le marché. Bon, ceci a donc un impact sur le plan d'affaires et il est recommandé de prendre contact avec des fournisseurs avant la remise du dossier pour avoir une indication de la valeur que cet excédent d'électricité pourrait avoir. Il y a aussi autre chose où il faut faire un peu attention. En tant qu'autoconsommateur, votre profil de consommation change. Donc, il est recommandé de contacter aussi votre fournisseur pour évaluer l'impact sur votre contrat de fourniture d'électricité actuel ou futur, oui, selon les situations. Je reviens encore une fois aux différentes possibilités avec quelques précisions. Dans l'autoconsommation collective, il y a une ouverture pratiquée dans la loi qui dit que 3 utilisateurs de réseau en basse tension dans un rayon inférieur à 100 mètres peuvent aussi partager l'électricité et ne doivent donc pas payer de frais de réseau. Également pour l'autoconsommation collective, il y a par exemple la situation qui peut se présenter qu'il y a un bâtiment avec un consommateur d'électricité et un tiers qui fait l'installation sur le toit. Et dans ce cas, ce tiers, il est uniquement producteur d'électricité, mais ces deux entités peuvent alors quand même pratiquer l'autoconsommation collective. Voilà, tout ceci peut paraître parfois un peu, oui, contre-intuitif, je dirais, mais ça ressort des textes européens aussi en majorité, et donc, oui, on doit faire avec, je dirais. Voici encore quelques précisions. Donc, l'autoconsommation collective, comme dit, c'est dans le même bâtiment, mais il faut faire attention, le propriétaire de l'installation ne peut pas être une entreprise dont l'activité principale est la fourniture ou production d'électricité. C'est, comme déjà dit, ça ressort des textes européens et on ne peut pas vraiment influencer là-dessus. En ce qui concerne l'accord d'achat d'électricité, qui pourrait aussi être pratiqué sur un bâtiment. Dans ce cas, il n'y a pas de frais d'utilisation de réseau à payer aussi, si c'est pratiqué sur un bâtiment derrière un point de raccordement. Pour la communauté énergétique, il faut faire attention. Les grandes entreprises ne peuvent pas être membres d'une communauté énergétique. La communauté doit être une personne morale et le partage de l'électricité est possible au niveau national. Ceci veut dire que le réseau est alors utilisé et il doit être payé, mais il y a là aussi une ouverture qui est pratiquée dans la loi.
c'est pour des utilisateurs de réseau d'une communauté énergétique en basse tension et dans un rayon inférieur à 300 mètres. Là, pas de frais d'utilisation de réseau. Et puis encore une petite précision sur le lot 4, les carports, parce qu'elle elle a déjà été posée parfois. Qu'est-ce qu'il en est avec des carports avec borne de recharge associée? Là, la définition de la loi dit que le service de recharge n'est pas considéré comme une vente d'électricité. Donc, l'électricité qui est consommée par la borne est considérée comme électricité autoconsommée. Voilà, ça c'est un peu le résumé des différentes possibilités de la loi électricité. Je crois que je n'ai rien oublié. Et normalement, je passe alors la main à Sophie pour la deuxième partie de la présentation. Bonjour, je vais recommencer au début. La présentation, donc dans cette partie, je vais présenter plus en détail la procédure pour le dépôt des candidatures. Donc comme déjà mentionné, il faut déposer toutes les candidatures en ligne via une procédure MAGuichet. Et il y a tous les dossiers comportent donc un formulaire qui est à remplir en ligne et puis des pièces qui sont à annexer à la fin de la démarche. Il y a quelques points qu'il faut garder en tête. Donc, il y a une demande par site d'implantation et par centrale. Donc là, il y a donc par bâtiment, il y a une demande à faire. Il y a la possibilité, comme Claude vient de le mentionner, de combiner le bâtiment avec un terrain en zone d'activité économique dans une centrale. Ou on a aussi le choix de faire 2 demandes distinctes, une pour les terrains, une pour le bâtiment. Et au contraire du premier appel à projet, donc pour les ombrières, il y a une demande spécifique à faire dans le lot 4. Toute demande doit être transmise avant le début des travaux, donc c'est-à-dire avant le premier engagement contraignant. Donc c'est essentiel de transmettre la démarche avant d'avoir signé un devis ou avant d'avoir, faire passer une commande. Un troisième point à garder en tête, c'est qu'une entreprise en difficulté n'est pas éligible. Donc si vous avez des questions là-dessus, on vous encourage à contacter Lux Innovation sur l'adresse email qui est mise sur le slide et qui vont pouvoir vous aider gratuitement dans la rédaction de votre dossier. Donc les démarches MAGuichet sont à introduire via un espace professionnel, donc pas via votre espace privé, mais via un espace professionnel. Si besoin, vous trouvez des tutoriels sous forme vidéo et sous forme PDF sur le lien indiqué, donc aide-guichet.lu. La première chose à faire alors, c'est de créer une nouvelle démarche. La démarche à créer s'appelle MECO, pour Ministère de l'économie, demande d'aide en faveur d'entreprises. Ce slide-ci, donc, il liste toutes les étapes de la démarche aide d'entreprise du ministère de l'économie et comprennent notamment des informations générales sur l'entreprise ainsi que sur le groupe dont elle fait partie. Je vais me focaliser un peu plus sur les points qui sont marqués en gras sur ce slide, qui sont spécifiques à cet appel à projet. En parcourant la démarche en ligne, vous allez vous retrouver à un moment sur le slide régime. Donc là, il faut choisir le régime ENV pour environnement. Après, vous choisissez le régime ENV-ESR et une question va arriver pour demander si vous voulez bien faire partie de l'appel à projet photovoltaïque et là, vous cochez «Oui». Donc c'est comme ça que vous faites en sorte que votre candidature est mise dans le bon groupe de toutes les candidatures pour l'appel à projet. Un autre point important, c'est l'écran sur les coûts. Donc tous les coûts sont à renseigner dans type de coût, machine et équipement.
Vous pouvez en faire regrouper dans un seul poste ou vous pouvez, en cliquant sur la petite croix verte, vous pouvez rajouter encore des postes. Après, sur le même écran, il y a le montant d'aide demandé à renseigner, donc le montant avec lequel vous allez participer à la mise en concurrence. Ici, j'ai regroupé sur le slide en haut, encore une fois, les conditions auxquelles votre projet doit répondre pour les différents lots 1 à 4. Donc la première chose à faire, c'est de renseigner une intensité, un taux d'aide demandé. Après, automatiquement, un montant d'aide correspondant est calculé et après, vous devez renseigner vous-même le montant d'aide demandé. Il faut faire attention à ce que le montant d'aide calculé et le montant d'aide demandé, il faut que ce soit 2 fois le même montant. Donc si jamais vous n'êtes pas content avec le montant d'aide demandé, montant d'aide calculé, donc vous dites: «Non, je veux peut-être quand même un peu plus ou un peu moins d'aide». Vous devez adapter le taux dans la ligne au-dessus et ensuite avoir 2 fois le même montant et le ratio en euros par kilowatts-crête, il est alors calculé automatiquement et c'est avec ce montant que vous allez participer au ranking, au classement, comme mentionné, par Claude dans la première partie. Dernière étape de la démarche MaGuichet, c'est d'annexer les documents à l'appui, les pièces à joindre. Donc ici, il y a la liste de toutes les pièces qu'il faut rajouter à votre démarche. En bleu, ce sont plutôt des pièces standards. Un devis, une offre de prix, si jamais elle est déjà disponible, à rajouter aussi, et le certificat de droit d'utilisation du site L'implantation, qui sont un peu plus spécifiques pour cet appel à projet. Dans la colonne à droite, aussi le format accepté pour toutes les pièces est renseigné. Les 4 lignes rouge-rose en bas sont des documents Excel à fournir et là, vous trouvez sur le site d'information guichet.lu, dans la rubrique service en ligne formulaire, vous pouvez télécharger des modèles, des templates de ces 4 documents à remplir et à annexer à la suite, à la fin de votre démarche MaGuichet. Le document le plus spécifique, le plus important pour cet appel à projet, c'est le document Excel description du projet. Donc là aussi, faire attention, c'est une version adaptée par rapport à la description du projet, du template qu'on avait pour le premier appel à projet. Donc s'il vous plaît, si jamais vous avez déjà rempli un formulaire pour le premier appel à projet, je vous invite à retélécharger le template et de le remplir pour avoir toutes les informations dessus. Donc là, dans cet Excel, dans le premier onglet, c'est celui-ci, vous est demandé de remplir des informations générales sur votre installation photovoltaïque, votre projet et les coûts associés en bas. Donc ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a des petites boîtes OK, not OK et un grand OK, not OK, soit OK en vert, soit not OK en rouge, pour vous montrer si vous avez bien rempli le formulaire. Donc là, s'il vous plaît, avant de transmettre, vérifiez avoir tous des OK et un grand OK vert en haut. Une chose importante aussi, c'est de faire attention à avoir des données, des informations cohérentes entre le formulaire Excel ici et le formulaire MaGuichet. Ceci notamment donc pour les coûts du projet, pour le taux et le montant d'aide demandé, ainsi que pour la puissance installée de votre installation. Et sinon, ce sera difficile de savoir avec quel montant vous aimeriez participer à l'appel à projet. Ensuite, dans le même document Excel, il y a un deuxième onglet qui est un plan d'affaires simplifié du projet, qu'on vous invite aussi à remplir. Ouais, je repasse la parole à Claude pour le slide sur les liens utiles. Oui, merci Sophie, pour que tout le monde puisse se retrouver. Donc la première rubrique, je dirais, c'est les liens classiques. La deuxième rubrique, l'inscription dans le répertoire de planificateurs auprès de la Climat Agence.
c'est un lien qu'on avait créé où des entreprises qui réalisent des projets photovoltaïques d'envergure peuvent se manifester pour y être inscrites volontairement. Donc, sous ce lien, si vous êtes une telle entreprise, vous trouvez la démarche pour vous inscrire, ou bien pour tous les autres, vous pouvez regarder si vous n'avez pas encore de développeurs à votre côté pour faire avancer votre projet. Et puis encore sur le site du régulateur, il y a entre autres le texte coordonné inofficiel de la loi électricité, si des personnes veulent le consulter directement. Et les 3 autres liens, c'est des exemples de conventions qu'il faut faire avec le gestionnaire de réseau en cas de partage d'électricité, donc en cas de l'autoconsommation collective ou de la communauté énergétique. Et donc, normalement, avec ces liens, vous devriez être capable de trouver toutes les informations nécessaires pour vos projets. Merci pour la présentation, Claude et Sophie. Je pense qu'on peut passer à la session de questions-réponses. Nous avons déjà reçu quelques questions, dont la plupart ont déjà été répondues par écrit. On a juste une question qu'on voulait reprendre maintenant à la fin, donc ça concerne les demandes d'autorisation. Une question, que se passe-t-il si les demandes d'autorisation ne sont pas introduites dans les 2 mois? Oui. L'explication se trouve dans le cahier des charges qui, dans son article 7.4, donne des précisions sur le calendrier de réalisation. Là, il y a la possibilité de demander des dérogations à ces délais. Et dans ces cas, les développeurs de projets sont quand même tenus de montrer qu'ils ont procédé à temps au dépôt des demandes d'autorisation, et c'est pour ça qu'on le demande de faire ça en déant les 2 mois. Et en ce qui concerne le raccordement, c'est vraiment vivement recommandé de le faire même avant le dépôt de dossier et de prendre au moins contact avec le gestionnaire de réseau, parce que ça c'est quand même important si c'est vraiment une centrale d'envergure pour le projet. Mais donc, les 2 mois, c'est oui, due diligence pour le cas si on demanderait des prolongations de délai. Merci Claude. N'hésitez pas à poser vos questions en direct. Nous allons essayer de répondre tout de suite. On va peut-être reprendre une autre question d'intérêt général, donc qui concerne le paiement. Donc, quel est le délai de paiement? Comment ça se passe? Je pense que Sophie a déjà répondu ça en partie, mais surtout le délai de paiement, comment ça se passe? Donc le bénéficiaire doit introduire la demande de paiement de nouveau via une démarche MyGuichet. Ça doit être fait au plus tard 12 mois après la date de mise en service de votre installation photovoltaïque. Donc là, dans cette démarche de paiement, vous devez inclure vos factures et les preuves de paiement. Donc c'est juste une fois que vous avez fait l'installation et aussi payé toute l'installation que vous pouvez le faire. Et après, cette démarche sera analysée aussi ici au ministère. Et le paiement après, bon, c'est difficile à dire, mais ça dépend des délais de plusieurs mois. Quelques mois, on peut prévoir. Ça marche, merci Sophie. Alors, une autre question qui a été mise et qui revient aussi souvent chez nous, chez Lux Innovation, si l'entreprise a 2 projets qui rentrent dans 2 lots différents, est-ce qu'il faut déposer du coup 2 demandes pour chacun des projets? Oui, dans des lots différents, sur un même site, il faut introduire 2 demandes séparées.
Donc ça vise surtout bâtiments et carport sur un parking qui est à un côté. Là, c'est clair qu'il faut remettre dans 2 lots différents. Et pour le reste, il faut toujours regarder le site. Donc tous les bâtiments sur un site sont à reprendre dans une offre, dans un lot, par exemple. Ok, donc sur un même site d'implantation avec plusieurs bâtiments, il faut déposer un seul projet si ça rentre dans le même lot. C'est bien ça? Oui. Okay. Alors, une autre question qui vient d'arriver, est-ce que on peut financer le projet par leasing? Est-ce que ça rentre dans cet appel à projet? Oui, donc les coûts de l'installation photovoltaïque qui sont financés via leasing peuvent être soumis ici comme projet, sous condition que le contrat comporte une obligation de rachat à la fin du contrat de leasing. Donc ça aussi, ce sera contrôlé une fois lors de la demande et une fois lors de la demande de paiement à la fin. Il est important aussi de mentionner déjà dans votre demande que vous comptez financer le projet via leasing. Mais après, avec ces conditions, c'est bien éligible et vous trouvez aussi toutes les informations concernant cette question dans les documents FAQ. C'est la question 1.6, si jamais vous avez besoin des détails par écrit. Et une question pratique, donc c'est l'investisseur qui doit soumettre la demande et non pas la société de leasing. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Merci Sophie. Alors une prochaine question. Alors, est-ce que, donc en cas de tiers investissement, peut-on faire la demande des subsides via une société existante et transmettre le droit au subside à une autre société qui est une filiale ou une société sœur, une fois que la confirmation de l'octroi de subside a été réalisée? Donc, est-ce qu'on peut déposer la demande via une société qui finalement va transmettre le subside à une société qui fait partie du même groupe? Est-ce que c'est possible? Je peux essayer de répondre. Mhm. Sophie ou Christian me compléteront. Bon, dans le cahier des charges, on a mis sous le paragraphe 6.3.1, changement d'investisseur, une disposition qui est, je dirais classique pour les aides à l'investissement et qui dit qu'en déant les 5 ans à partir du versement de la subvention, si à ce moment l'entreprise aliène ou vend l'actif subventionné, les ministères se réservent le droit de demander le remboursement de l'intégralité de l'aide. Donc, en principe, ceci n'est pas possible. Et de toute façon, si on voudrait le faire, ça serait à faire par demande par courrier recommandé au ministère. Donc, oui, si des structures sont intégrées dans différentes sociétés, en principe, ceci devra être en place au moment de remettre l'offre. Ok, et peut-être une question qui est liée aussi à celle-ci, c'est est-ce qu'une société en voie de constitution peut déposer une demande peut-être via son actionnaire principal ou est-ce que c'est possible? Oui, donc ça c'est possible s'il s'agit d'une société à créer. C'est l'actionnaire principal qui peut faire la demande, tout en mentionnant bien sûr dans la demande qu'il s'agit d'une société à créer qui sera le bénéficiaire du projet. Et c'est l'actionnaire principal qui peut alors faire la demande. Et puis la demande de remboursement, j'imagine, ça doit être fait déjà via la société qui a été constituée. Oui, exactement.
Ok. Alors, une autre question concernant le fait que maximum 40% du budget peut être alloué à une même entité économique unique. Donc, est-ce qu'on pourrait donner des précisions supplémentaires sur ce point? Donc, c'est pour faire en sorte que tout le budget soit utilisé par un seul groupe. Donc, disons, s'il y a un groupe fictif X qui soumet 100 projets, ce ne sera pas ce groupe qui va avoir 100 projets et avoir tout le budget du lot. Donc, il y aura, si 100 projets, s'il faut 100 projets sont éligibles et vont avoir une aide, ce ne sont pas ces 100 projets de la société X, mais ce ne seront que 40%. Donc 40 projets de la société X et 60 projets seront attribués à d'autres, les aides seront attribuées à d'autres sociétés, d'autres groupes. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Oui. Donc, en fait, c'est pour dire qu'une même entité économique unique peut déposer plusieurs projets, mais que maximum 40% du budget du lot peut être attribué à une même entité économique unique. Oui, exactement. Toute Ok, entité super. unique économique peut soumettre autant de projets qu'elle veut, mais elle ne sera pas le bénéficiaire unique de tout l'appel. Ok. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur ce qu'on a dit avant sur les leasings? Donc, est-ce qu'on pourrait clarifier un peu plus comment la demande doit être faite dans le cadre d'un leasing? C'est qui fait la demande? Donc, comme Sophie a expliqué tout à l'heure, c'est bien l'entreprise qui réalise et exploite la centrale qui doit déposer la demande. Juste, est-ce qu'un mandat de leasing doit être intégré dans la demande? Peut-être question à Sophie. Oui, donc c'est bien la société qui réalise et qui exploite l'installation photovoltaïque qui doit faire la demande. C'est donc cette société aussi qui a l'obligation de rachat de l'installation à la fin du contrat de leasing. Donc c'est celle qui aura dans sa propriété le leasing à la fin du contrat qui doit faire la demande. Et comme déjà mentionné, il faut mentionner dans la demande qu'il s'agit d'un projet financé via leasing et que ces relations contractuelles seront demandées lors de la demande de paiement ou plus tard pour vérifier qu'il y avait ce besoin pour l'aide. Ok, merci. Alors, je reviens sur les 40%. Donc, est-ce que ça veut dire que... Alors, la question de Corinne, si j'ai bien compris, vous allez déposer des demandes pour plusieurs entreprises. Alors, il faut juste faire attention là que ça soit bien l'entreprise, l'investisseur et l'exploitant de la centrale qui dépose la demande, ou soit vous via un mandat. Donc, il faut bien que l'entreprise vous donne le mandat d'effectuer la démarche. Et donc, quand on parle d'entité économique unique, ce sont des entreprises qui sont liées ou partenaires entre eux par des liens actionnariaux de plus de 25%. Donc, ça ne veut pas dire que si vous, en tant que mandataire, vous déposez plusieurs demandes de plusieurs entreprises, les 40% ne s'appliquent pas à ces moments-là, mais les 40% s'appliquent par entité économique unique. J'espère que ça répond à votre question. Alors, une question, est-ce qu'une société qui a un bâtiment qui verra le jour en 2024, donc qui sera construite et finie, la construction sera finie en 2024, est-ce qu'elle peut faire une demande d'aide ou est-ce que c'est seulement réservé pour des bâtiments existants?
Est-ce qu'il y a des délais à respecter? C'est possible de faire une demande avec une centrale sur un bâtiment qui n'existe pas encore. C'est alors, oui, le risque de celui qui remet cette offre. Et donc, il y a, si je ne me trompe pas, il faut réaliser l'investissement. Donc, il faut créer la centrale en ayant les 18 mois Oui, c'est ça. après l'octroi de l'aide. Donc, il faut que ça rentre dans les 18 mois, Oui, l'installation de la centrale. Oui. OK. Je ne vois plus de questions à venir. N'hésitez pas encore d'écrire vos questions si vous en avez. On va peut-être revenir sur quelques points qui sont souvent posés chez nous. Est-ce qu'une étude de stabilité préalable à l'installation des panneaux photovoltaïques sur de la toiture ou sur la façade, est-ce que cette étude de stabilité est éligible dans le cadre de cet appel à projet ou dans le cadre d'autres aides d'État? Question à Sophie peut-être. Oui, donc les études ne sont pas éligibles dans le cadre de cet appel à projet. C'est logique dans le sens où on pense que, bon, s'il faut déjà faire une analyse, on ne sait pas encore, quelle puissance on pourrait installer, donc on ne sait pas encore avec, dans quel lot on pourrait participer. Donc c'est pour ça que les études ne sont pas éligibles, uniquement les coûts de l'installation sont éligibles dans l'appel à projet. Pourtant, si vous aimeriez faire une étude, une analyse de votre site, c'est bien éligible dans le régime environnement, toujours, mais là sous les aides pour des études environnementales. Là, vous pouvez introduire, ou dans le cadre d'un Fit for Sustainability, qui est la même base légale. Super, merci. Et une autre question qui est peut-être liée à celle-ci qu'on vient de mentionner. Donc, est-ce que les études de renforcement de la structure qui porte les modules photovoltaïques, est-ce que, pas des études de renforcement, mais plutôt les travaux de renforcement de toiture sont-ils éligibles? Dans le cadre du lot 4, les structures portantes, donc les carports sont éligibles, mais dans le cadre des autres lots, ces travaux ne sont pas éligibles. Okay. Alors, s'il n'y a plus de questions, parce que je ne vois pas les questions arriver, je pense qu'on a fait le tour du coup des questions. Dans tous les cas, nous restons à votre disposition s'il y a des questions qui vous viendront après ces webinaires. Donc, les slides seront partagés avec vous. Sur le dernier slide, on a mis les coordonnées des Lux Innovation et du ministère de l'économie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Donc, j'aimerais bien remercier Claude, Sophie et Christian pour votre présentation et votre intervention, et aussi pour les réponses que vous avez pu apporter déjà en live. Merci également à toutes et à tous de vous être connectés et d'avoir suivi ce webinaire qui, j'espère, vous aura apporté des informations que vous attendiez. Et encore une fois, donc il y aura un replay du webinaire qui vous sera envoyé et qui sera également accessible via le site internet de Lux Innovation. Et pour rappel, l'appel à projet est ouvert jusqu'au 31 octobre 2023. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci et merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.